Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un poème de Ronsard intitulé « Comme un chevreuil » et qui est publié dans le premier livre des Amours, publié en 1584. Ronsard est un poète important de la Renaissance. Il fait partie d'un groupe de poètes appelé la Pléiade, par lequel va se démocratiser en particulier la forme du sonnet, le groupe de la Pléiade étant au service du roi dans une démarche nationale de revalorisation de la langue française. Dans notre cas, le poème raconte l'histoire d'un chevreuil qui va s'assimiler progressivement au poète lui-même. Je passe ainsi à la lecture du texte. Comme un chevreuil, quand le printemps détruit du froid hiver la poignante gelée, pour mieux brouter la feuille emmêlée, hors de son bois avec l'aube s'enfuit, et seul et sûr, loin de chiens et de bruit, hors sur un mont, hors dans une vallée, hors près d'une onde à l'écart recelé, libre, folâtre où son pied le conduit, de raie ni d'arc sa liberté n'a crainte, sinon alors que sa vie est atteinte d'un trait meurtrier, empourpré de son sang. Ainsi, j'allais sans espoir de dommage, le jour qu'un œil sur l'avril de mon âge tira d'un coup 1000 traits en mon flanc. On le voit ici, à travers la référence au chevreuil auquel il s'identifie, le poète va convoquer l'imaginaire de la chasse, mais cette chasse va alors se transférer, notamment par le biais des armes utilisées, l'arc et les flèches, à une chasse de type amoureuse. Le risque que court le chevreuil, c'est de tomber dans le piège de l'amour. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante: comment le poète développe-t-il la métaphore de la chasse amoureuse? Pour traiter cette question, je développerai mon texte en 4 parties qui seront respectivement chacune des strophes, avec le départ du chevreuil hors de son bois, vers 1 à 4, la description de sa liberté, vers 5 à 6, le risque qu'il court de se faire chasser, vers 9 à 11, et enfin la révélation finale de l'identification du chevreuil au poète, vers 12 à 14. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur un outil comparatif, comme, qui va engager le processus de comparaison du chevreuil à un référent qui restera inconnu jusqu'à la fin du texte. Ce chevreuil va être caractérisé par le fait qu'il s'enfuit et on peut noter immédiatement la grande confusion dans la syntaxe de cette première strophe, puisque s'enfuir, qui est le dernier verbe de la strophe, est le verbe commandé par le sujet chevreuil. On pourrait remettre l'intégralité de la syntaxe dans le bon ordre. On se rendrait compte que la syntaxe est très torturée. Il faudrait lire en réalité « Comme un chevreuil s'enfuit avec l'aube hors de son bois, quand le printemps détruit la poignante gelée du froid hiver, pour mieux brouter la feuille emmêlée ». On se rend compte que les tours et les détours que prend le chevreuil vont être manifestés ici syntaxiquement, mettant en lien une liberté formelle du poète en lien avec cette liberté du chevreuil. Cela, par contre, rend un petit peu confuse la progression du lecteur, comme s'il y avait un brouillage au niveau des référentiels. Le chemin du chevreuil va ainsi être caractérisé par un contexte temporel, le printemps contre l'hiver. Il s'agit ici de la saison de la pousse des plantes, mais aussi de la saison des amours, qui convoque immédiatement la référence amoureuse. Cette saison des amours va par ailleurs être renforcée par l'enjambement entre le vers 2 et 3, enjambement qui est par ailleurs un contre-rejet, ce qui est contre le rejet étant là encore la thématique de l'amour. Cette thématique de l'amour est confirmée par le complément circonstanciel de but, notamment avec la référence au verbe brouter et à la feuille emmêlée, dessinant ici un sous-texte clairement sexuel. Le contexte spatial, enfin, il s'agit de sortir du bois avec l'aube, comme s'il s'agissait de partir à l'aventure avec le jour qui se lève. Je passe à la deuxième partie, dans laquelle va être exhibée cette liberté. On peut voir le parallélisme qui ouvre la strophe, et seul et sûr, parallélisme qui va promouvoir une assimilation, un parallèle entre le chevreuil et un autre référent, pour l'instant toujours inconnu. Ce chemin que va prendre le chevreuil va être métaphorisé par l'anaphore du mot « or » qui veut dire « maintenant ». Ces 3 répétitions, or sur un mont, or dans une vallée, or près d'une onde, vont montrer une succession temporelle, puisqu'il ne peut pas être en même temps dans les 3 lieux, mais en même temps, cette succession est abolie par le retour de ce même mot. Il est toujours au même moment, dans le moment présent, ce qui correspondrait bien à cet espace de liberté. Il peut être où il veut, quand il veut. Le mot « loin » va correspondre
à l'écart qui va faire un effet de clôture de la liste des lieux qu'il visite. Ainsi, cette liberté va être exprimée explicitement avec l'adjectif libre et folâtre et par la déresponsabilisation manifestée par la métonymie où son pied le conduit, comme s'il était finalement réduit à son pied lui-même, ce qui le déresponsabilise de ce qu'il veut faire. Le contexte amoureux va ici disparaître quelque peu, sauf si l'on prend en compte la multiplication des rimes embrassées. Je passe ainsi à la troisième partie. Apparaît alors la figure du chasseur à travers, là encore, une métonymie. Le chasseur apparaît à travers ses armes. Ici, le trait meurtrier. L'utilisation de la métonymie est redoublée. C'est la vie qui est atteinte, alors que c'est normalement, a priori, le chevreuil lui-même. Et la crainte qui était évoquée de manière négative au vers 9 va du coup s'abolir avec le système conditionnel « sinon, alors que ». Ainsi, les raies et l'arc qui sont convoqués vont être finalement empourprés du sang qui va s'opposer à l'idée de liberté. On retrouve en parallèle du vers 1 et 2 à nouveau un enjambement, sinon alors que sa vie est atteinte d'un trait meurtrier, enjambement qui cette fois-ci est un rejet. On a ici une figure de miroir qui tend toujours à cette idée de parallèle entre le chevreuil et un autre référent. Ce qui m'amène à la dernière strophe dans laquelle ce référent s'explicite par l'adverbe ainsi et l'apparition de la personne numéro 1, j'allais. Ici, on a l'apparition d'un paradoxe. Il n'a aucun espoir de dommage et non plus aucune crainte, comme il le disait au vers 9. Et la référence de l'un à l'autre va se multiplier par la référence au printemps vers 1 et l'avril de mon âge au vers 13. Ici, la dimension autobiographique est affirmée et la référence amoureuse aussi, puisque l'arc convoqué comme arme de chasse à la troisième strophe va devenir une arme amoureuse à travers l'image de l'œil qui tire 1000 traits dans le flanc. On retrouve toujours la figure de la métonymie puisque dans le flanc, en fait, ce qui est atteint, c'est le cœur. La notion de trait qui correspond à la flèche pourrait faire référence ici à l'arme non plus du chasseur mais bien de Cupidon. Et l'hyperbole ainsi que la référence à l'œil, là encore métonymique, correspondent, comme d'habitude dans cette rhétorique-là, à un imaginaire plutôt amoureux, comme s'il s'agissait d'un amour au premier regard. La flèche tirée dans son flanc deviendrait ainsi la flèche d'une femme, ce qui expliquerait le système de rimes, puisque ce sont des rimes féminines à l'intérieur de rimes masculines, la femme est en lui comme la flèche est en lui, comme le matérialisent ces rimes embrassées. Comment le poète développe-t-il la métaphore de la chasse amoureuse ? On a vu tout d'abord la comparaison initiale qui va être explicitée progressivement dans la chute du sonnet. On a une identification progressive du poète et du chevreuil. Ce passage se redouble d'une transformation de la figure du chevreuil en une posture de proie qui vont convoquer un certain nombre d'armes, des armes de chasse, notamment l'arc et les flèches, qui sont les armes du chasseur, mais aussi de Cupidon. La chasse au chevreuil devient une chasse amoureuse qui correspond au cadre spatio-temporel, en l'occurrence la saison des amours. Ainsi, les aspects métaphoriques vont être renforcés par la multiplication des métonymies, qui sont des figures du déplacement référentiel. On passe du chevreuil au poète, de la chasse à la chasse amoureuse. Ainsi, le poète retourne-t-il la figure traditionnelle du poète-chasseur en celle du poète chassé. Ce retournement de situation étant mis en scène dès le début par la confusion syntaxique, mais aussi par l'utilisation spécifique du système de rime. Enfin, l'aspect biographique de ce poème permettrait de convoquer un autre poème du second livre du même recueil, le poème du 20e d'avril, qui raconte plus ou moins la même histoire. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter des propositions subordonnées conjonctives circonstancielles dans la première strophe. Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles sont avant tout des propositions subordonnées conjonctives. C'est donc un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué ou non, on en verra un cas particulier, qui est introduite par une conjonction de subordination. Dans notre cas, nous avons une conjonction de subordination, ici le terme « quand », qui introduit la proposition « quand le printemps détruit du froid hiver la poignante gelée ». Ici, cette proposition va bel et bien être circonstancielle, puisqu'elle répond à la question précisément « quand », elle est donc une circonstancielle de temps.
On a dit que les subordonnés étaient avant tout organisés autour de verbes conjugués, mais ici nous avons aussi un cas particulier puisque nous avons une proposition circonstancielle organisée autour d'un verbe à l'infinitif, en l'occurrence brouter. Le verbe brouter possède en effet un COD, il broute quoi? La feuille. Il a donc bien une valeur verbale et il est donc bien noyau d'une proposition infinitive. Cette proposition infinitive n'est pas introduite par une conjonction de subordination, mais bien par une préposition, en l'occurrence pour, qui exprime le but, pour mieux brouter la feuille emmêlée, et donc une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle de but. Enfin, la difficulté est que la proposition principale qui gère ces différentes subordonnées n'est pas présente dans cette première strophe, puisqu'elle voit sa révolution au vers 12. Ainsi, le mot introducteur, comme, introduit non pas la principale, mais bien elle-même une subordonnée. Comme un chevreuil hors de son bois avec l'aube s'enfuit, serait ainsi la subordonnée qui occupe simplement une fonction de complément circonstanciel de comparaison.